Bonjour. Après vous avoir parlé des petites astuces et autres utilisées par les industries chimiques pour la mise au point de substances de remplacement à celles qui appauvrissent la couche d'ozone et aussi du commerce illégal tant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou des équipements en contenant et y compris les déchets qu'on retrouve par la suite un peu partout dans la nature, notamment dans les pays en développement. Euh, et bien sûr, je vous ai parlé aussi des aspects politiques qui sont venus s'ajouter à tous les problèmes qu'a pu connaître, si j'ose dire, l'application du protocole Montréal. Mais je le répéterai jamais assez, le protocole Montréal est une véritable réussite. On en parlera dans une prochaine capsule. Euh, mais aujourd'hui, je vous parlerai de décisions parfois surprenantes, pour ne pas dire, je dirais, contradictoires et à la limite de l'incongruité, parce que quelque part, ces décisions devraient nous faire tous réfléchir, et notamment ceux qui étaient, comment dirais-je, très proches de ce dossier-là. La première décision a été, je vous avais déjà parlé du bombardement en 99 de la Serbie et du Monténégro et notamment de Belgrade. Et à cette réunion-là du comité exécutif en 99, il avait été examiné un projet d'élimination des halons, notamment en Chine, et qui devait s'occuper de ces substances qui, comme je vous le disais auparavant, avaient un pouvoir destructeur de l'ozone 4 fois supérieur au chlorofluorocarbone. Donc c'était quelque chose d'important et qu'il fallait, comment dirais-je, mettre au point, notamment des substituts, mais commencer à éliminer ces halons. Il faut savoir que ces halons sont utilisés d'abord contre la lutte contre les incendies. Ce sont des retardants d'incendie et parfois étouffent l'incendie même. Ils sont très importants, mais également utilisés dans l'aéronautique et utilisés surtout dans les bombardements qu'on peut imaginer à travers des avions, à travers des lance-missiles, etc. Pourquoi? Parce que c'est une substance qui a un pouvoir donc de refroidissement rapide, notamment des lance-missiles, etc. Donc, si vous voulez, c'est un produit qui est largement utilisé dans l'industrie de guerre, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, au moment même où on s'apprêtait à examiner ce projet d'élimination des halons en Chine, des quantités faramineuses étaient relâchées par notamment les missiles de croisière qui étaient lancés à partir de la Méditerranée sur Belgrade. Et c'était des quantités astronomiques, donc de halons. Donc d'un côté, on voulait éliminer ces halons et de l'autre, on rejetait dans l'atmosphère directement des quantités qui dépassaient de loin les quantités qu'on voulait éliminer au niveau du protocole Montréal. Donc déjà, c'était quelque chose qui, en tout cas pour moi et pour beaucoup de collègues, notamment aux Nations Unies, nous avait vraiment fait réfléchir. Et ça a continué, bien sûr, ça a continué d'abord avec ce qu'on a appelé la deuxième guerre du Golfe. Et la première également, en 91, avait été dévastatrice, puisque il y a eu des bombardements massifs sur l'Irak. Et par la suite, ça a continué donc, pendant la deuxième guerre en Irak. Et partout où il y a eu donc, des bombardements intensifs de populations, de villes, et ça continue aujourd'hui. On le voit notamment à Gaza et aujourd'hui au Liban. Donc il y a toujours ces quantités de halons qui sont rejetées dans l'atmosphère et qui ont été toujours considérées
d'un point de vue militaire comme de très particulier et qu'on ne devait pas, comment dirais-je, s'intéresser à remplacer parce qu'il s'agit d'un dossier très confidentiel. D'ailleurs, faut-il le préciser, tous les pays partis au protocole Montréal sont tenus de reporter toute leur consommation donc de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et que ce soit en matière d'importation, d'exportation, d'utilisation, etc. Sauf dans le domaine militaire. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les quantités utilisées par les armées du monde, et notamment celles qui disposent d'arsenal de guerre très très importants. Donc c'est quelque chose qui aussi a été, en tout cas pour moi, un sujet de mystère. Et il était impossible de pouvoir éventuellement s'intéresser à cet aspect-là caché, donc au niveau de l'utilisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans le domaine militaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que je suis convaincu que au niveau donc des industries militaires, on continue d'utiliser beaucoup de substances chimiques qu'on ne nous rapporte pas, dont certaines peut-être sont même inconnues, et qui sont déversées sur les populations et sur les écosystèmes et les êtres vivants de cette planète. Il y a des destructions de populations, de villes, et ça continue aujourd'hui. On le voit notamment à Gaza et aujourd'hui au Liban. Donc il y a toujours ces quantités de halons qui sont rejetées dans l'atmosphère et qui ont été toujours considérés d'un point de vue militaire comme de très particulier et qu'on ne devait pas, comment dirais-je, s'intéresser à remplacer parce qu'il s'agit d'un dossier très confidentiel. D'ailleurs, faut-il le préciser, tous les pays partis au protocole Montréal sont tenus de reporter toute leur consommation donc de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et que ce soit en matière d'importation, d'exportation, d'utilisation, etc. Sauf dans le domaine militaire. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas quelles sont les quantités utilisées par les armées du monde, et notamment celles qui disposent d'arsenal de guerre très très important. Donc c'est quelque chose qui aussi a été, en tout cas pour moi, un sujet de mystère. Et il était impossible de pouvoir éventuellement s'intéresser à cet aspect-là caché, donc au niveau de l'utilisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone dans le domaine militaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que je suis convaincu que au niveau donc des industries militaires, on continue d'utiliser beaucoup de substances chimiques qu'on ne nous rapporte pas, dont certaines peut-être sont même inconnues, et qui sont déversées sur les populations et sur les écosystèmes et les êtres vivants de cette planète. Il y a des destructions massives et en même temps, on organise de grandes messes internationales sur donc la protection de l'environnement, sur le climat, sur l'ozone aussi, sur la biodiversité. Que d'endroits au monde ont été dévastés, où la biodiversité a été carrément chamboulée. Donc c'est des aspects dont il faut en parler. Moi, j'ai toujours essayé d'en connaître un peu plus, mais franchement, c'est un domaine réservé aux armées du monde, et notamment aux plus puissantes, il faut le dire. Bon, je parlerai par la suite du comité d'experts au niveau du protocole Montréal auquel je suis associé
et sa façon de travailler. Je vous promets d'en parler un peu plus en détail pour que vous sachiez comment même la science peut parfois être détournée pour des intérêts bien sûr politiques, économiques et autres, pour des instruments de domination parfois. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer à tout moment. Bon, d'autres décisions du comité exécutif, là aussi, je me rappelle qu'on discutait d'un autre grand projet d'élimination des halons en Chine. Je crois que c'était pour un montant de 60 millions de dollars. Et ça avait été discuté très rapidement, pour la simple et bonne raison que le président du comité exécutif est un Africain, euh, sans vouloir mentionner le pays d'Afrique qu'il représentait, mais il était président du comité exécutif, donc il avait une voix déterminante dans les décisions du comité exécutif. Et il avait intervenu en disant, écoutez, c'est ma dernière réunion au niveau de ce comité, je demande aux membres de l'exécutif de m'accorder cette faveur de faire approuver ce projet en Chine. Et bien sûr, par, je dirais, courtoisie, par reconnaissance en tant que président de ce comité pour une année, parce qu'il était élu pour une année, ce projet a été approuvé pour 60 millions de dollars. Ce qui n'était pas, pour moi, choquant, loin s'en faut. Il s'agissait d'éliminer des quantités importantes de harnais en Chine, c'était une bonne chose. Sauf que 3 minutes après est venu un projet présenté par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, un tout petit projet de 60 000 dollars par rapport aux 60 millions de dollars. Et j'ai été sidéré par la longueur du débat pour ce projet. Beaucoup de pays avaient pris la parole, dont certains demandaient des éclaircissements, à quoi servira ce projet, et quelque chose qui pour moi était quand même, je dirais, pas du tout approprié, parce qu'il s'agissait d'un petit projet pour le Mozambique, et qui consistait à assurer une certaine formation de techniciens au niveau du pays, tout pour 60 000 malheureux dollars, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, croyez-moi que ce projet a suscité de longs débats, et le président du comité exécutif, c'est pour ça que j'en parle, sans vouloir l'accabler, qui était africain, ben, n'avait pas levé le petit doigt pour essayer de faire approuver ce projet, qui a été approuvé à la fin, mais avec des conditions. Il ne faut pas que ce soit répétitif, que ça ne soit pas un précédent pour d'autres projets dans d'autres pays, etc. Et pour moi, c'était, comment dirais-je, encore une fois, quelque chose de très bizarre, de très étrange. Je me disais, où est la protection de la couche d'ozone dans tout ça? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur ces aspects-là, parfois décisionnels au niveau du comité exécutif. Il y en a eu beaucoup. Mais je vous donne comme ça quelques exemples au passage, juste pour vous montrer que parfois les choses ne sont pas aussi, comment dirais-je, transparentes